Bienvenue dans le cours en ligne. Cette fois, je vais l'enregistrer avec Camtasia que je mettrai sur YouTube. Donc, vous aurez tout pour ça. Je ne sais pas si vous m'entendez. S'il y a le moindre problème, si quelqu'un pouvait faire un unmute et pourrait crier fort, à ce moment-là, je pourrais regarder. Je ferai donner le cours. De temps en temps, je regarderai le chat pour les questions. Donc, toutes les 5 minutes environ, je vais regarder le chat et je vais répondre aux questions. Donc, je vais commencer par où on est allé rester la semaine dernière. Donc, Streams and Agents. Donc, on va faire de la programmation concurrente. Un stream, c'est-à-dire un flow, c'est un canal de communication. Donc, c'est en fait une liste avec une variable non liée à la fin et qu'on peut utiliser comme canal de communication entre deux threads. Et donc, on a fait un exemple. Là, je vais vous montrer un exemple simple qui s'appelle un producteur, transformateur, consommateur. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. On a donc 3 threads et un thread qui crée un stream, S1, S1, 1, 2, 3, etc. Un autre qui fait la transformation, qui va lire S1, créer S2, et un troisième qui va afficher S2. Je vais vous montrer l'exécution très rapidement de ça pour vous remettre dans le bain. Donc, je vais vous montrer l'écran comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez maintenant un écran avec un fond d'écran qui est la planète Mars. On va regarder le petit exemple. Ici, j'ai un exemple de producteur, de transformateur et display, un afficheur, le consommateur. Je vais compiler ça. Et si j'exécute ça, là, j'ai 3 threads et chaque fonction ou procédure exécute dans un thread. Comme c'est récursif terminal, les threads vont avoir une mémoire constante et on va pouvoir exécuter ça. Vous voyez que le producteur, il a un délai 1000 qui va retarder le thread de 1000 millisecondes, donc 1 seconde. Et donc, ça va ralentir l'exécution. Et vous voyez ici, je vais faire un peu plus grand. Voilà. Un problème dans ticket, c'est pas ça. Ça doit être avec tous les logiciels que j'utilise. Ça commence bien. Bon, on va arrêter OS. Donc, vous avez vu ça. On va retourner sur les transparents. Donc, je ne sais pas s'il y a... Vous ne voyez pas l'écran. Attendez. Je retourne là, dans le screen. Normalement, vous devez voir cet écran-là. J'exécute. Et j'exécute. Normalement, vous devez voir ce qui se passe maintenant. Là, sur le screenshot. Vous voyez ça? OK. OK, bon, on voit l'écran, donc c'est bien. Merci pour m'avoir prévenu. Donc, je vais continuer. Donc, je vais regarder maintenant dans les slides. Donc, voilà. Donc, en principe, vous voyez maintenant le slide avec le pipeline. Maintenant, je vais vous parler un peu de la théorie, un peu des concepts de la programmation concurrente pour que vous compreniez très bien ce qui se passe. Et après, on va regarder des exemples plus costauds. Donc, je continue. Je vais d'abord vous parler de la sémantique des threads. Donc, c'est une extension de la machine abstraite. Donc, c'est un nouveau concept. On a une nouvelle instruction, thread end, que vous avez déjà vu. Toutes les piles partagent la même mémoire. Il y a une séquence
d'état d'exécution avec un ensemble de piles. En fait, c'est un multi-ensemble parce qu'il est possible pour plusieurs piles d'avoir le même contenu. Un multi-ensemble, c'est un ensemble où on peut avoir plusieurs fois le même élément. Et donc, on a donc un ensemble ou multi-ensemble de piles. Et chaque fois qu'on fait un pas, on choisit un thread et on fait un pas dans un thread. Ça s'appelle une sémantique d'entrelacement, interleaving semantics. Ça, c'est la sémantique de thread. Je vais vous faire un petit dessin. On a la mémoire sigma. Ici, on a une pile avec une instruction au sommet, thread end avec un environnement E. Et le reste de la pile, c'est ST. Alors, quand on exécute ça, la règle, c'est qu'on crée une nouvelle pile. Donc, maintenant, on a donc deux piles. Il y a une pile où il y a ST et l'autre pile où on a S avec l'environnement E. Et les deux regardent la mémoire sigma. Donc, mémoire est toujours partagée. Donc, je vous parlerai un peu de interleaving, de l'entrelacement. En fait, il faut faire très attention quand on a plusieurs threads, parce qu'on a l'impression que ce sont des activités qui se passent en même temps, simultanées. Alors, il faut réfléchir bien à ce que ça veut dire exactement. Supposons que tous les threads s'exécutent en parallèle, donc en même temps, chacun avec son propre processeur et en regardant la même mémoire. Alors, si on a deux threads qui s'exécutent en même temps, alors qu'est-ce qui se passe si les deux threads accèdent au même mot de mémoire en même temps? Ils essayent tous les deux d'écrire ou lire, écrire. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un cas un peu particulier qu'il faut traiter. Alors, on essaye d'éviter ça parce que ça complique beaucoup l'exécution et la sémantique. Et donc, on va utiliser un entrelacement. Si les threads partagent le même processeur, s'il n'y a qu'un seul processeur, alors c'est le processeur qui donne un petit bout à chaque thread. Et à ce moment-là, on ne peut pas avoir deux threads qui accèdent au même mot mémoire en même temps. Et donc, on évite ce problème. Dans l'entrelacement, c'est toujours un qui est avant l'autre. Et donc, dans la sémantique, on va supposer que c'est le cas. Que à chaque moment, il y a un thread qui fait un pas, et après il y a l'autre. Comme on a fait beaucoup de pas, des milliards en une seconde, on a l'impression que les threads s'exécutent simultanément. Et il existe une autre sémantique, qui c'est la sémantique, la vraie concurrence, true concurrency, et à ce moment-là, on va modéliser le fait que les threads s'exécutent en même temps, on peut faire deux pas en même temps, et il faut donc définir ce que ça veut dire. Mais il n'y a pas besoin de faire ça, ça complique beaucoup l'exécution et la sémantique, on ne va pas faire ça. Et d'ailleurs, dans le hardware, dans les processeurs multicœurs, il y a ce qu'on appelle un protocole de cohérence de mémoire cache qui va éviter ça. Même si deux cœurs essayent d'accéder au même mot mémoire en même temps, le multicœur va donner une définition à ça. Il va dire, par exemple, que ou c'est une erreur, ou qu'il y a un mot qui est écrit après l'autre, donc il y a une définition. Donc on va faire en sorte comme si c'était un entrelacement. Donc on va faire une sémantique entrelacement. Donc ça c'est une chose. Donc les threads s'exécutent chaque thread un pas après l'autre. Donc voilà. Je vais passer très rapidement sur le chat. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Donc une fois qu'on parle d'entrelacement, je vais maintenant voir ce que ça veut dire pour le programmeur et je vais parler du scheduler, de l'ordonnanceur. OK? Donc je vais donc continuer avec le slide. Donc, je prends le slide. Donc, maintenant, on va voir ce que voit le programmeur. Donc, on va regarder précisément ce qui se passe
quand on exécute un programme concurrent. On va parler de l'ordre des états d'exécution. Donc, on va d'abord parler d'un programme séquentiel. Donc, un programme séquentiel, c'est un programme avec un seul thread. Et avant qu'on a parlé de programmation courante, tous les programmes que vous avez faits étaient des programmes comme ça. Dans un programme séquentiel, tous les états d'exécution sont dans un ordre total. Ça veut dire qu'il y a une seule séquence, et si je prends deux états quelconques, il y en a toujours un qui est avant l'autre dans la séquence. Il y a toujours un ordre entre tous les paires d'états. Maintenant, si on passe dans un programme concurrent, donc un programme où on a plusieurs threads, 2 ou plus, on peut dire que si on regarde le même thread, à l'intérieur d'un thread, les états sont toujours en ordre. Mais si on regarde le programme complet, il y a plusieurs threads, et entre deux threads, il n'y a pas d'ordre défini. Donc, deux threads s'exécutent de façon indépendante. Donc, on ne peut pas dire qu'il y en a un qui est avant ou après l'autre, parce que sinon, il ne serait pas indépendant. Donc, l'ordre entre les états est un ordre partiel. Si je prends deux états dans le même thread, il y a bien un ordre. Mais si je prends deux états dans un thread et dans un autre thread, là, on ne peut pas dire lequel est avant l'autre. Donc, il y a beaucoup d'exécutions sur le processeur qui sont compatibles avec l'ordre partiel. Quand on va exécuter le programme, quand on exécute sur un processeur, il y a bien sûr un ordre total. Donc, on fait une sorte de traduction, un mapping entre l'ordre partiel et l'ordre total. Donc, le scheduler, il va choisir un ordre. Donc, le scheduler va choisir une exécution. Donc, ça, c'est la théorie. Je vais vous montrer quelques dessins maintenant. Donc, je commence par un programme séquentiel. Ici, vous voyez les séquences des flèches. Chaque petite boule là est un état d'exécution. Chaque flèche est un pas dans la machine abstraite. Donc, on a un ordre total. Si je prends deux états quelconques, il y en a toujours un qui est avant l'autre. Et l'autre est après. OK? Ça, c'est un programme séquentiel. Si maintenant on va dans un programme concurrent, ici on a un programme concurrent avec trois threads, T1, T2, T3. Le programme commence avec T1. La première instruction de T1, c'est la création d'un thread. Donc il va créer T2. À partir de ce moment, T2 existe. T2 s'exécute. À un certain moment, T2 va créer T3 dans un état d'exécution. Et du coup, à certains moments, il y a donc trois threads en exécution. Donc, les flèches sont les ordres. Si je prends deux états dans un même thread, il y a un ordre. Par contre, si je prends deux états dans deux threads différents, on ne peut pas dire qu'il y a un ordre parce que ça dépend des choix de scheduler. Les threads sont indépendants. Peut-être qu'aujourd'hui, T2 sera un peu plus vite, peut-être que demain, T1 sera un peu plus vite. On ne peut pas le dire. Les deux threads sont indépendants. Et les flèches rouges sont des variables data flow, ici. Si j'ai une variable x qui est liée dans T2 et qui est utilisée dans T3, je fais x égale 20, y x plus 1, ça fait un ordre, ça force un ordre. Ça s'appelle une synchronisation entre des deux threads. Donc, thread T3 va attendre que x soit lié. T3 fait x plus 1, T2 fait x égale 20, donc T3 va attendre T2. Il y a donc un ordre entre ces deux états d'exécution. Donc, cet ordre est créé par l'exécution du programme. Donc, il y a quelques exemples comme ça où on crée des ordres entre les threads. Ça s'appelle des synchronisations. Et donc, dans un programme concurrent, beaucoup d'exécutions sur le processeur sont compatibles avec l'ordre partiel et le rôle du scheduler, l'ordonnanceur, c'est d'en choisir une pendant l'exécution. Et donc, ça s'appelle le non-déterminisme. Donc, je veux faire un dessin. Ici, en haut,
la partie haute, on a l'ordre partiel. C'est ce que voit le programmeur. L'ordre partiel d'un programme défini par des threads et par les synchronisations des variables. Voici l'ordre partiel dans la partie haute ici. Dans la partie basse, c'est l'exécution sur le processeur. Donc la vraie exécution sur le processeur. Et là, il y a un ordre total, hein, parce que tout ça, c'est une séquence, parce qu'on a un seul processeur. Et donc, il y a une sorte de mapping qui se fait entre la partie haute et la partie basse. Ça, c'est le scheduler qui le fait. Il va choisir l'ordre de l'exécution véritable sur le processeur en restant compatible avec l'ordre partiel. Mais il a quand même de la liberté. Hein. Il peut prendre certains états et les rendre plus vite que d'autres. Donc il a une liberté pour faire ça. Donc cette liberté s'appelle le non-déterminisme. Donc je passe maintenant sur le chat. Ok, il y a une question. Est-ce que le processeur choisit selon une logique réelle ou est plutôt aléatoire? Il y a une logique que je vais expliquer. Il y a des règles. Le scheduler ne peut pas faire n'importe quoi. Ça reste en partie aléatoire parce que le scheduler, il a une certaine liberté, mais pas complètement. Par exemple, il ne peut pas oublier un thread. Il doit être équitable. Donc, ça veut dire qu'il doit toujours choisir tous les threads. Il y a aussi des règles sur le pourcentage des processeurs qui est donné à certains threads. Il y a ce qu'on appelle des priorités entre les threads. On va voir ça par la suite. Donc le scheduler a certaines règles, mais reste libre. Il y a une deuxième question. Est-ce optimisable un thread ayant 2 fois plus de travail qu'un autre? Bien, ça dépend des priorités. Si on a 2 threads de la même priorité, eh bien, on va leur donner jusqu'à 50% du processeur chacun. Mais s'il y en a un qui n'a pas besoin de 50%, eh bien, c'est l'autre qui prend le relève. Hein, si on a la même priorité. Si on a un thread avec une priorité plus élevée, on va donner plus de pourcentage. Ça dépend du système. Pour le système Mozart, il y a 3 priorités, haute, moyenne et basse. Les hautes se partagent 90% du processeur, les moyennes 9% et les basses priorités 1%. Et s'il n'y a pas de thread de haute priorité, les 90% passent vers les moyennes. Donc les 90, 9 et 1, ce sont des garanties de minimum. Pour les systèmes C, pour Unix, il y a un autre système. Les priorités, c'est un entier et on peut augmenter ou descendre la priorité. Il y a même une commande qui s'appelle nice pour descendre la priorité d'un thread. C'est un système un peu plus compliqué où on fait une sorte de moyenne pondérée du temps d'exécution d'un thread. Et selon la priorité, le poids du thread est plus ou moins élevé. Si on veut augmenter la priorité d'un thread, il faut être super user en Unix. Hein. Il n'y a pas tout le monde qui a le droit d'augmenter les priorités des threads. Ok. Je veux parler maintenant de l'effet de ça sur le programmeur. Donc, c'est le scheduler garde une liberté. Cette liberté de choisir s'appelle le non-déterminisme et c'est une propriété fondamentale de tout système concurrent. Donc, ça veut dire que le scheduler, il décide quand exécuter quel thread, selon les règles, sûres, mais il garde une certaine liberté de choix quand même. Et cette liberté de choisir s'appelle le non-déterminisme. Le scheduler prend des décisions. Et donc, il n'y a pas que le programmeur qui décide ce qui se passe. Il y a une autre entité dans le système, donc le scheduler, le lanceur, qui peut aussi décider. Donc le scheduler, donc on peut le définir comme la partie du système qui décide à chaque moment quel thread s'exécuter. Les décisions, c'est le non-déterminisme. Tous les systèmes concurrents ont ça. C'est inhérent, c'est implicite, toujours la concurrence va toujours
veut dire qu'il y a du non-déterminisme. Parce que si on a des activités concurrentes, par définition, elles sont indépendantes. Ça veut dire le programmeur ne choisit pas l'ordre. Et donc, qui? Alors, le scheduler. Donc, une autre partie du programme doit choisir. Et donc, on a du non-déterminisme. Je vais vous donner quelques exemples maintenant de ce que ça donne pour le programmeur. Des exemples simples pour que vous ayez une intuition. Voici un petit programme. Déclare x, thread x égale 1, thread x égale 2. L'ordre de l'exécution des deux threads n'est pas fixé. C'est clair que si le scheduler suit certaines règles, on peut dire que peut-être que 99% du cas, il y en a l'un ou 1% c'est l'autre, mais il n'y a pas de garantie. Et on ne peut pas compter là-dessus. Il se passe plein de choses à l'intérieur d'un ordinateur et selon ce qui se passe, l'un ou l'autre thread peut s'exécuter avant l'autre, en premier. Donc x sera lié à 1 ou 2, mais on ne sait pas lequel. Et dans ce cas, comme on ne peut affecter une variable à une seule valeur, c'est de variable d'affectation unique, l'autre thread aura une erreur. Donc il faut lever une exception. Ceci est donc un exemple de non-déterminisme. C'est un programme non-déterministe. Si tu exécutes ce programme, après, x va avoir la valeur 1 ou 2 et on n'a pas de garantie, c'est le scheduler qui choisit. Donc ça, c'est un premier exemple. Mais bon, il y a une erreur là. Je vais vous donner un autre exemple où il n'y a pas d'erreur. Maintenant, j'utilise une cellule, donc une variable qu'on peut affecter. Je crée une cellule avec le contenu 0. Je fais une affectation 1 et une affectation 2. De nouveau, l'ordre d'exécution des deux threads n'est pas fixé. La cellule sera donc liée d'abord à une valeur, puis à l'autre. Quand les deux threads sont terminés, x aura la valeur 1 ou 2, mais on ne sait pas lequel. Et cette fois, il n'y a pas d'erreur. Donc, c'est un programme complètement bien, qui tourne bien, mais on ne peut pas avoir une garantie sur ce que le contenu de x à la fin. Donc, de nouveau, c'est un exemple de non-déterminisme, le scheduler qui choisit. Je vais vous donner un troisième exemple maintenant. Attention, c'est l'exemple le plus subtil et c'est sur quelque chose où la plupart des gens, pas la plupart, une partie des gens se trompent là-dessus. Je prends le même programme qu'avant, mais cette fois, les deux threads vont affecter à 1. Donc, cette fois, le résultat sera toujours le même, 1. Mais le scheduler ne voit pas ça. Le scheduler va toujours faire son choix comme avant. Le fait qu'il y a 2 fois 1, c'est un accident. Ça dépend, il y a 2 calculs qui donnent le même résultat. Donc, ceci est toujours du non-déterminisme parce que le scheduler fait toujours son choix. Ça ne change pas. On a 2 threads et le scheduler va toujours choisir. Donc, ceci est toujours un exemple de non-déterminisme, même si le résultat est le même. C'est juste qu'on ne peut pas voir le non-déterminisme. Il est caché, mais il existe quand même. Le choix du scheduler est toujours là. OK. Donc, quand on fait un programme concurrent, le non-déterminisme, en général, c'est un grand problème. Il faut le gérer. Il faut toujours le gérer et ça ne devrait pas influencer l'exactitude du programme. Le pire des cas, c'est des threads et des cellules ensemble. Les threads et les cellules, c'est comme l'hydrogène et l'oxygène, ça peut exploser. Si on a des threads sans cellules, on a le data flow déterministe, tout va bien. Si on a des cellules sans threads, on a un programme séquentiel, tout va bien. Mais si on a des threads et les cellules ensemble, on peut voir le non-déterminisme. On peut le voir dans le résultat du programme, mais pas garanti. On peut le voir. Et ça, c'est vraiment insidieux. Ce sont des bugs qui peuvent mordre à n'importe quel moment. Et donc, il y a des cas célèbres des ordinateurs avec ce problème qui ont causé des pertes de vie. Et il y a par exemple un cas très célèbre que vous pouvez voir en regardant sur Internet. Le Terac 25, c'est une machine à traiter les cancers par irradiation. On met le patient, on tape sur un clavier et on va irradier les mauvaises cellules et les tuer.
Par contre, c'était un programme concurrent avec des threads et des cellules. Et si on tapait trop vite, si les techniciens étaient trop bons, alors, de temps en temps, il y a eu une erreur, comme l'exemple que je viens de donner, où la valeur de la radiation, l'intensité était 1000 fois trop grande. Il y a du brûleur et même des morts à cause de ça. Et c'est un problème de non-déterminisme. Et c'est pour ça qu'on aime le déterminisme data flow. Les streams, les agents, tout ce que vous avez vu montrer tout à l'heure, on aime parce que le résultat est toujours le même. C'est le non-déterminisme est caché. On ne peut pas le voir. Il ne peut pas influencer le résultat. Ça, c'est le grand avantage du déterminisme data flow et pourquoi c'est le meilleur modèle de programme concurrent. OK, mais je vais, avant de parler du scheduler, je vais passer rapidement sur le chat. OK, je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne vois pas de questions, donc je retourne sur le slide. Maintenant, je vais continuer la réponse à la question précédente sur le scheduler. Voilà. Comment est-ce que le scheduler marche? Ben, il va suivre certaines règles. Il n'est pas totalement aléatoire parce que, bon, il a des choix, mais c'est comme un être humain dans une société. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez du moment que vous suivez les lois. Ben, c'est pareil pour un scheduler. Donc, ce qu'on fait, si le nombre de threads est plus grand que le nombre de processeurs, ce qui est en général le cas, souvent, certainement, dans la plupart des ordinateurs maintenant, on a des centaines et des milliers, des centaines de processus et des milliers de threads. Donc, en général, c'est largement plus grand. Alors, des threads se partagent le processeur. Et comment est-ce que ça se fait? Eh bien, il y a ce qu'on appelle les tranches de temps, de time slice. Le problème, c'est que le scheduler ne va pas changer de thread après chaque instruction. Ben, une instruction, c'est une fraction de nanoseconde. Et le scheduler ne va pas exécuter un programme pour décider qui va être le suivant de thread tous les nanosecondes. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on crée ce qu'on appelle les tranches de temps. Typiquement, c'est, dans les ordinateurs actuels, c'est quelque chose du genre de 10 millisecondes. Donc, 100 fois par seconde. Donc, on laisse exécuter un thread pendant 10 millisecondes. Et après, il y a ce qu'on appelle une interruption dans le processeur et on donne le contrôle au scheduler. Et là, il va exécuter et décider quel est le thread suivant. Donc, le scheduler a une chance de contrôler l'exécution tous les 10 millisecondes. OK? Et en petite terminologie, un thread est exécutable, runnable, si l'instruction sur le sommet de la pile n'attend pas, est prête à exécuter. Sinon, le thread est suspendu ou bloqué sur une variable. Donc, le scheduler donc, a tous les 10 millisecondes une chance de décider. En plus, le scheduler doit être fair, c'est-à-dire équitable. Ça, c'est une propriété très importante et la plupart des schedulers ont cette propriété. Ça veut dire que tous les threads exécutables seront tôt ou tard, eventually, ça veut dire dans un temps fini, exécutés. Ça veut dire qu'un thread ne peut pas mourir de faim. Il y a le terme starvation ou mourir de faim et donc un thread ne doit pas être starved, être affamé. En plus de ça, ça c'est la première propriété, c'est la fairness ou équité. La deuxième propriété, c'est qu'on donne au thread des priorités, parce que certaines choses sont plus importantes. Par exemple, si un paquet arrive du réseau et arrive dans le processeur, il est important de le traiter tout de suite. Donc le thread qui s'occupe de ce paquet qui vient par le réseau va avoir une grande priorité. Par contre, certaines choses ont des priorités plus basses. Par exemple, le garbage collect, il n'y a pas besoin qu'il exécute très souvent, donc il peut avoir une priorité plus basse.
Et c'est aussi pour les processus dans un système d'exploitation. Il y en a qui ont des priorités plus hautes et plus basses. Les processus qui gèrent une imprimante, par exemple, en général, n'ont pas une priorité très grande. Par contre, un processus qui a besoin de faire un calcul important, on va lui donner une plus grande priorité. Donc, c'est le pourcentage des processeurs qui est défini là. Pour Mozart, c'est juste un exemple. Hein. Il y a haute, moyenne et basse, high, middle, low. Les traits de haute priorité se partagent 90% du processeur, les traits de moyenne 9%, et les traits de basse priorité, les pauvres, ils ont garanti que 1%. Ça, c'est des minima. Donc, s'il y a beaucoup de traits de haute priorité, ben, des traits de moyenne priorité n'auront que 9%. Mais il n'y en a pas toujours. Souvent, il n'y a pas de traits de haute priorité, et s'il n'y en a pas, ce 90% passe du haut à moyenne. Donc, le trait de moyenne priorité, c'est le trait de base. Quand je suis en train de vous montrer des programmes Mozart, c'est le trait de moyenne priorité que je crée. Donc, encore un petit mot sur l'équité. Si le scheduler n'est pas ça, ça veut dire que le programme, ça introduit des bugs. Si on écrit un programme avec des threads, on suppose que tous les threads s'exécutent. Et donc, si le scheduler n'est pas équitable, il y a des threads qui ne vont pas exécuter du tout. Ils vont être arrêtés. Et le programme sera donc buggé. Okay? Donc, c'est très important que les threads, que le scheduler soit équitable. OK? Donc, je passe maintenant un moment au chat. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? OK, il y a une question. Je vais regarder ça. Sur le time slice. Qu'est-ce qui se passe si quand le time slice est fini, mais un thread n'a pas fini d'exécuter une instruction, mais l'a commencé? Donc, supposons qu'un thread fasse un long calcul qui prend beaucoup plus que 10 millisecondes. Après 10 millisecondes, le thread est arrêté. Je veux dire, on le met sur une queue, hein, on l'arrête son exécution. Il est toujours runnable, il est toujours exécutable, mais il ne s'exécute pas. Et donc, on exécute un autre thread. Et en fait, tous les threads qui sont exécutables sont sur une sorte de anneau, hein, une queue en forme séculaire, et le scheduler va passer d'un thread au thread suivant. Ça s'appelle un système round robin. Typiquement, ça s'appelle comme ça. Round robin, ça veut dire que s'il y a 3 threads, par exemple, qui sont exécutables, le thread va donner 10 millisecondes au premier, puis il va l'arrêter. C'est le hardware, l'interruption qui l'arrête. Après le deuxième, 10 millisecondes. Après le troisième, après il repasse sur le premier. Une autre possibilité, un thread peut s'arrêter avant les 10 millisecondes. Si un thread fait un petit calcul, et après, il attend, il lit quelque chose du disque, ou il attend quelque chose qui vient du réseau, donc il bloque en attente. Donc supposons qu'il calcule 1 milliseconde, et après son travail est fini. Eh bien, il s'arrête, donc le scheduler est informé, et les 9 millisecondes qui restent de la tranche sont données à un autre thread. Donc, vous voyez que c'est c'est insidieux. Ça peut donner un cas, supposons qu'un thread fait 9,99 millisecondes, après il s'arrête. Eh bien, les 0,01 millisecondes sont donc données à un autre thread. Donc, ça veut dire qu'un thread qui obtient une tranche, ça peut être un tout petit bout de tranche. Hein? Question. Une autre question dans le chat. Si le thread est arrêté alors qu'il calculait quelque chose, on stocke le résultat intermédiaire. Tout à fait. Un thread en mémoire a son état d'exécution. C'est dans le processus. Il y a une pile, et un thread a une pile, un thread a des registres, il s'exécute. On l'arrête, tout son état reste et est stocké en mémoire. Et c'est le hardware qui dit, je n'exécute plus cette pile-là, je vais maintenant exécuter une autre pile d'instructions et pas celle-là. Donc toute l'information reste en mémoire en attente que le scheduler le choisit de nouveau. OK? Donc voilà comment marche le scheduler.
Je veux maintenant vous parler de Concurrency for Dummies. Donc, ceci dit, donc, vous voyez que le scheduler, malgré le fait qu'il a beaucoup de règles, hein, il a des équités et priorités, il y a des tranches de temps, il a quand même beaucoup de pouvoir. Il peut avoir une grande influence sur l'exécution. C'est pour ça que on aime le data flow déterministe. Ça permet une approche que j'appelle la concurrence pour les nuls, Concurrency for Dummies. C'est la meilleure manière de faire des programmes concurrents et c'est pour ça que je donne un premier dans ce cours. Et vous avez déjà vu un petit peu ça. On a fait quelques programmes multi-agents. Vous avez vu que le résultat est toujours le même. Vous vous souvenez de la pipeline, on a le producteur, transformateur, consommateur. Il va toujours afficher 1, 4, 9, 16, 25, le carré, toujours. Malgré le fait qu'il y a 3 threads et le scheduler fait plein de choses derrière les coulisses, le résultat sera toujours le même. Donc ça, c'est un énorme avantage. C'est une propriété du data flow déterministe. Ce n'est pas du tout le cas pour d'autres paradigmes concurrents, comme nous allons voir plus tard. C'est une propriété du data flow déterministe. La concurrence ne change pas le résultat, mais change simplement l'ordre où on fait les calculs. Certains résultats peuvent venir avant les autres, mais les résultats seront les mêmes. Et c'est très simple, on peut ajouter des threads à volonté à un programme sans introduire de bugs. Ça, c'est incroyable comme propriété. On peut donc prendre n'importe quel programme, ajouter des threads dedans, et le programme marche toujours. Qu'est-ce qu'est l'effet de ce thread? Bien, parfois, un programme va bloquer parce que, bon, il va lire une liste et peut-être une variable n'est pas liée. Donc, il va bloquer sur des choses. Si on ajoute des threads, le programme, il sera plus incrémental. Il va moins bloquer. Donc, les deux cas, ça donne le même résultat, mais il va moins bloquer. Je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez ce que ça veut dire pour de vrai. Mais, à la base, la règle est très simple. Dans le doute, vous pouvez ajouter un thread et ça changerait, ça n'introduit pas de bug. Ce n'est que possible dans le data flow déterministe. En général, ce n'est que possible dans des paradigmes fonctionnels. Quand on utilise des cellules et des threads ensemble, par exemple dans un langage comme Java, ce n'est pas vrai. Hein? La concurrence pour le nul ne marche que dans les paradigmes fonctionnels. C'est une des raisons pour lesquelles les paradigmes fonctionnels sont vraiment très très bons. Je vais donner un exemple maintenant. Donc je vais vous donner un peu de code, mais je vais d'abord regarder le chat. Ça va? Donc la concurrence pour les nuls, c'est simplement le fait que on peut ajouter des threads à volonté dans le data flow déterministe. Et maintenant, je vais vous donner des exemples, un exemple de ça, et vous allez voir ce que ça veut dire en réalité. Donc, je passe sur l'écran. Normalement, là, vous voyez, l'autre est toujours en train d'exécuter là. Hein? Je vais l'arrêter. Je fais un peu plus d'espace là. L'arrêt de hausse, il prend plusieurs secondes parce qu'il veut être sûr que l'autre processus s'est vraiment arrêté. Et comme il n'y a pas de manière de vérifier ça, il attend. Donc on attend encore quelques secondes. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous écrire un programme et je vous l'exécute. Après, je vais ajouter des threads. Donc voilà, je vais faire la concurrence pour les nuls. Donc je vais vous faire un programme, un simple programme qui fait map, donc qui fait une liste et une fonction. Si la liste est nil, c'est nil. Sinon, h bar t, je fais f de h et je fais le récursif. En fait, il va... j'ai oublié le symbole. Voilà, ça c'est le case. Ça c'est une fonction map.
est-ce que j'ai fait bien? Ok, très bien. Donc, je vais maintenant vous donner un exemple de son exécution. Si je prends la liste 1, 2, 3, et je prends une fonction anonyme qui prend x, qui rend x fois x, et j'exécute ça, eh bien, le map va prendre la liste 1, 2, 3, va appliquer la fonction sur chaque liste, et va donner donc 1, 4, 9. Vous voyez ça à droite. Voir si je peux faire un peu plus grand. Voilà. OK. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple. J'ai une variable A qui n'est pas liée. Hein, et une liste L. Je dis L égale A, 2, 3. Donc, c'est une liste qui n'est pas complètement connue. La A, on ne connaît pas encore sa valeur. Je fais de nouveau browse, map, et je mets L. Je mets la même fonction, x fois x, end. Alors, si j'exécute ça, si j'exécute la partie bleue, qu'est-ce qui va s'afficher? Réfléchissez un petit peu. Qu'est-ce qui va faire le map? Ben, le map va, ici, h bar t, il va lire le premier élément A, il va faire f de h. Donc, il va essayer de faire A multiplié par A. Et qu'est-ce que ça va faire? Rien. C'est une attente dataflow. Donc, rien ne sera affiché. Ça n'affiche rien. Donc, si je sélectionne ça, rien n'est affiché. Par contre, si je lis A, je fais A égale 1, alors tout va s'exécuter. Et le résultat sera 1, 4, 9. Mais c'est quand même embêtant parce que pourquoi je dois attendre le 2 et le 3? Je les connaissais déjà. Pourquoi le map me donne rien? Hein? Je vais maintenant définir une version concurrente de map. Je reprends la version map ici et je vais ajouter un thread. La fonction f de h, je vais l'exécuter dans un thread, comme ça. Attendez, je vais l'appeler cmap, concurrent map. Je vais le redéfinir. Maintenant, la fonction f de h sera exécutée dans son propre thread. Mais comme c'est la concurrence pour les nuls, le résultat ne sera pas changé. Alors, je vais reprendre le même code que j'avais avant, et vous allez voir ce que ça donne. Ici, je vais cmap. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, de nouveau, A n'est pas lié. On va essayer de faire A fois A, mais dans un autre thread. Et donc, le cmap va continuer. Il va donc me donner une réponse. Alors, qu'est-ce qu'il va me donner? Vous pouvez imaginer, il me donne underscore 4, 9. Vous voyez, il calcule déjà une partie de la réponse. Et si je fais A égale 1, et il remplit le 1. Donc, en fait, il affiche une partie du résultat. Vous voyez qu'au lieu de n'afficher rien, il affiche déjà une partie du résultat, mais le résultat final, c'est le même pour les deux cas. OK? Vous avez vu comment ça marche? OK. Bon, on va regarder maintenant. Je vais vous expliquer ça un peu plus formellement dans le transparent. Ce qui se passe. Donc, voici la définition de map, hein, qui prend une liste XS et une fonction f qui applique la fonction sur tous les éléments, hein, en faisant f de x. Maintenant, je fais cmap. Vous voyez, j'ai remplacé f de x par thread end f de x. OK? Et vous voyez que le thread, on peut l'utiliser comme expression. Hein. F de x est une fonction qui renvoie un résultat, et donc le thread end aussi va renvoyer un résultat. Si on le traduit en langage noyau, on voit bien que f de x, de toute façon, c'est une procédure. Mais dans le langage pratique, on peut utiliser thread end comme une expression.
Donc, si je fais CMap 1, 2, 3, 4, bien, il s'exécute normalement. Mais là, ça, c'est un autre cas. Attendez, f n'est pas lié. Et si on exécute ici, la fonction f, ici, n'a pas de valeur. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, il va se passer que f de x ne peut pas appeler f parce que f n'est pas connu. Donc, l'appel de fonction va attendre. Il y a une attente ici. Mais l'attente se fait dans ce nouveau thread. Donc, le thread du CMap va continuer. Et donc, on va donc afficher une liste de 4 éléments qui sont des underscores, des variables non, qui ne sont pas connues. Mais on sait quand même que le résultat est une liste de 4 éléments. Ça, on sait, même si on ne connaît pas les valeurs. Et si on va lier f, après, les valeurs seront calculées. OK? Ça, c'est un autre exemple de concurrence pour les nuls. On a une partie du résultat qui est calculée plus vite. Donc, l'effet de créer de nouveaux threads, c'est que le programme peut quand même avancer et calculer une partie du résultat. Hein? Et quand on lit f à une fonction, x plus 1 par exemple, là, on a les 4 underscores là. Quand on lit f, on va avoir les valeurs qui seront 2, 3, 4, 5, parce que c'était 1, 2, 3, 4 plus 1. Donc, quand on lit f, les 4 threads en attente vont tous les 4 avancer. OK? Ça, c'est la concurrence pour les nuls. Donc, pour résumer ça c'est très important. On peut ajouter des threads à volonté à un programme fonctionnel sans changer le résultat. On peut prendre n'importe quel programme fonctionnel et le rendre concurrent. Et il suffit d'ajouter thread-end à ces endroits-là qui ont besoin de la concurrence. Et ça marche. Si on ajoute un thread de trop, si on met un thread là où ce n'est pas nécessaire, ça ne va pas changer le résultat. Il sera un petit peu moins efficace, hein, parce qu'on va créer un thread et le scheduler va le choisir. Ce sera un petit peu moins efficace, mais ça sera quand même, ça ne va pas donner un bug. Attention, ça ne marche que pour le Dataflow Determinist. Ça ne marche pas dans un programme avec un explicit state. Hein, des variables qu'on peut affecter, ça ne marche pas. Un programme avec des cellules, par exemple, dans un langage comme Java, dans beaucoup de langages qui ont des variables qu'on peut affecter, ça ne marche pas. En Java, on a un autre concept pour traiter la concurrence qui s'appelle un monitor ou un objet synchronisé, synchronized object. C'est beaucoup plus compliqué. Et c'est quelque chose qu'on va traiter dans un autre cours. Donc ça, je vais traiter dans le cours, un autre cours, Info 1131, vous pouvez voir ça à ce moment-là. C'est important parce que Java est encore très utilisé. Mais pour moi, c'est deprecated. Ce n'est pas une bonne manière. Pourquoi c'est aussi mal foutu en Java? Eh bien, parce que Java est un vieux langage. Il date des fins des années 1980. Et on a appris plein de choses depuis. OK? Et il y a des versions plus modernes. Hein? Il y a Java qui est donné lié à un autre langage qui s'appelle Scala. Et Scala a un système qui s'appelle Akka, qui ressemble beaucoup à Erlang, que nous allons voir plus tard dans le cours. Donc ça, Java, c'était dans les années 80. Scala, ça a commencé à partir de 2001. Donc, on commence à apprendre. Par contre, les moniteurs en Java, ce n'est pas bien un bon choix pour une nouvelle application. Voici un autre exemple. Fibonacci. C'est un exemple intéressant parce qu'il crée un énorme nombre de threads. Hein, vous voyez qu'il y a 2 appels récursifs là. Hein, et donc le nombre d'appels récursifs est exponentiel. Ce n'est pas une version efficace de Fibonacci. Hein. Il y a des versions plus efficaces. J'ai fait cette version-là juste pour pouvoir créer beaucoup de threads. Et le premier appel
récursif, on va le mettre dans son propre thread, et le deuxième s'exécute dans le thread original. Et quand on l'écrit en langage noyau, on voit que, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a une variable f1 ici, qui a le résultat de fib x-1, f2 c'est fib x-2, et le résultat c'est f1 plus f2. Donc il y a une dépendance là, entre cette addition et l'appel de fib x-1, il y a une dépendance, et f1 est une variable à affectation unique. Donc on sait qu'il va être affecté à une valeur, toujours le même. C'est juste quand, le moment où on fait l'affectation va changer. La création de thread ne va pas changer la valeur de f1, mais simplement le moment où on l'affecte. C'est pour ça que ça marche, la concurrence pour le nul, à cause des variables affectation unique. Et si on fait un petit dessin, là on fait Fibonacci de 6, et il va créer un thread pour faire Fibo 5, Fib 4 s'exécute dans le thread original, ben Fib 4 va créer un autre thread pour F3, vous voyez que F3 va créer un thread F2, donc vous voyez qu'un certain nombre de threads sont créés ici. Donc pour Fib 6, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 threads, et en fait c'est une fonction exponentielle de l'argument. Et dans Moser 1, on pouvait voir ça. Je vous montre ça simplement pour voir ce chiffre-là. Si je fais un Fibonacci et autre chose, ici on voit le nombre de threads créés depuis le système démoralisé, 121 468. Mais en Moser 2, on peut faire un truc plus simple. On peut compter les threads. On peut créer une cellule, et à l'intérieur du thread, on incrémente la cellule. Donc je peux vous faire ça. Je vais faire une petite exécution. Ça va? C'est clair? Ben, je vais faire une petite exécution maintenant. Je retourne ici. Je vais prendre un Fibonacci exponentiel. Donc une version pas très efficace, mais je veux créer beaucoup de threads. Hein? If n égale 0, then 0, else if n c'est 1, then 1, else fib, mais je vais créer des threads, thread fib n-1, end, plus fib n-2, et je vais maintenant créer une cellule pour compter les threads. Et ici, dans le premier, je fais C devient valeur de C plus 1. Vous voyez maintenant ce qui se passe. Quand je crée ce thread, je vais incrémenter les cellules. Ça ne va pas du tout changer le résultat. Hein? En fait, ce n'est pas vraiment correct de le faire comme ça parce que il est possible que le scheduler il y a deux opérations ici, une lecture et une écriture. Il est possible que le scheduler arrête le thread entre les deux et ça va donner des erreurs. Donc, ce n'est pas la meilleure manière d'écrire ce programme. Mais là, je n'ai pas besoin de connaître la valeur exacte, je veux juste connaître la valeur approximative. Donc, si je fais fib de 20, hein, j'ai ça. Mais quelle est la valeur de C? 10 000, donc il y a 10 945 threads qui ont été créés pour calculer ça, pour calculer ce Fibonacci. OK, pour concurrence pour le nul. Donc on crée beaucoup de threads, mais la leçon c'est que ce n'est pas grave. Dans les langages modernes, les threads ne sont pas chers. Dans le très vieux langage, c'est encore le cas, mais dans la plupart des langages modernes, un thread n'est pas très cher. Et si on a besoin de thread, il ne faut pas hésiter à le créer. OK, on va maintenant commencer à faire des programmes
on va commencer à faire des programmes plus sophistiqués. Donc maintenant que vous connaissez la théorie, vous connaissez l'approche concurrence pour les nuls, maintenant je vais vous donner des techniques de programmation et on va essayer de faire des exemples plus costauds. On va faire ce qu'on appelle des programmes multi-agents avec beaucoup de threads, beaucoup d'agents, mais toujours déterministes, dataflow déterministes. Hein? Donc les exemples qu'on a vus jusqu'à maintenant sont des exemples très simples. Producteur-consommateur, producteur, transformateur-consommateur. Et j'en ai quelques autres petits exemples, map, CMap, tout ça, sont des exemples simples. Maintenant, on va voir deux exemples nettement plus sophistiqués. D'abord, le crible d'Ératosthène, le sieve of Eratosthenes. Ça, on va créer dynamiquement un pipeline avec un nombre d'éléments dans le pipeline qui peut être très très grand. Donc le pipeline est créé pendant l'exécution selon les données. Et deuxièmement, une simulation de logique numérique digitale. Hein, les portes logiques, comme dans les processeurs, on peut les simuler de façon très exacte avec le dataflow déterministe. Et si on fait des circuits logiques qui sont compliqués, ce sont des programmes extrêmement concurrents avec beaucoup de threads. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Mais maintenant il est 15 heures, je vais vous donner une petite minute de pause. Donc je vais je vais muter le microphone, je vous donne une petite pause maintenant. Donc 1 ou 2 minutes. Et après on va continuer.